Après avoir étudié les techniques qui permettent de casser votre confidentialité sur Bitcoin avec la section 3 sur l'analyse de chaîne, dans cette section 4, nous allons dorénavant voir les bonnes pratiques à adopter pour s'en protéger justement. Cette section, elle ne vise pas à explorer les méthodes d'amélioration de la confidentialité telles que le CoinJoin, etc. Tout ça, on va le voir plus loin dans la section 5 et 6. Mais ici, on va plutôt tenter de comprendre comment interagir concrètement avec Bitcoin pour conserver la confidentialité qu'il offre naturellement, sans recourir à des techniques supplémentaires. Évidemment, pour commencer cette section sur les bonnes pratiques, nous allons parler de la réutilisation d'adresses. C'est le phénomène qui constitue la principale menace pour la confidentialité des utilisateurs. Ce chapitre, il est donc sûrement un des plus importants de toute la formation. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est une adresse de réception ? Une adresse de réception Bitcoin, c'est une chaîne de caractères ou un identifiant utilisé pour recevoir des Bitcoins sur un portefeuille. Techniquement, une adresse de réception ne permet pas de recevoir des Bitcoins au sens propre du terme, mais sert plutôt à définir les conditions sous lesquelles les Bitcoins peuvent être dépensés. Concrètement, lorsqu'un paiement vous est envoyé, la transaction de l'envoyeur crée un nouvel UTXO qui vous est destiné en output à partir des UTXO qu'il a consommés en input, ce que nous avons vu dans la première section. Et sur cet output, il appose un script qui définit comment cet UTXO peut être dépensé ultérieurement. Ce script, il est connu sous le nom de script pubkey ou locking script, parfois on dit aussi. Donc votre adresse de réception, et plus précisément sa charge utile, c'est-à-dire son payload, c'est intégré directement dans ce script pour sécuriser l'UTXO, pour le bloquer. Pour vulgariser, ce script, il stipule essentiellement, entre guillemets, pour dépenser ce nouvel UTXO, il faut fournir une signature numérique à l'aide de la clé privée associée à cette adresse de réception. Les adresses Bitcoin, elles se déclinent en différents types en fonction du modèle de script qui est utilisé. Les premiers modèles, qui sont dits legacy, incluent les adresses P2PKH, Pay to Pubkey Hash, et P2SH, Pay to Script Hash. Les adresses P2PKH commencent toujours par 1 et Pay to Script Hash commencent toujours par 3. On peut encore les utiliser aujourd'hui, ces adresses legacy, mais en général, ils sont considérés comme obsolètes parce qu'ils entraînent des frais de transaction plus élevés et offrent une confidentialité moindre par rapport aux nouveaux standards. Les adresses Segwit V0, donc, qui sont venues après, Pay to Witness Public Key Hash et Pay to Witness Script Hash, ainsi que les adresses Taproot ou parfois appelées également Segwit V1, c'est-à-dire les adresses P2TR, représentent les formats dits modernes. Les adresses Segwit commencent par BC1Q et les adresses Taproot, qui ont été introduites en 2021, donc les derniers formats, commencent par BC1P. La manière dont le script pubkey est construit va dépendre du standard que vous utilisez. Par exemple, pour les adresses P2PKH, on va avoir en script pubkey opdup, ophash 160, ensuite on a la clé publique qui vient, puis op equal verify, et enfin op checksig. Voilà, je ne vais pas vous détailler tous les modèles de script et tous les opcodes qui sont utilisés dans ces modèles de script, mais je vous invite à aller voir sur la version écrite de la formation BTC 204 sur le site planb.network. Vous avez un tableau où je récapitule tous ces modèles de script. Pour ce qui est de la construction des adresses de réception, cela dépend également du modèle de script choisi. Pour les adresses P2PKH et P2WPKH, la charge utile, c'est-à-dire le cœur de l'adresse, ou le payload en anglais, représente le hachage de la clé publique. Pour les adresses P2SH et P2WSH, la charge utile représente le hachage d'un script, comme son nom l'indique. Et pour les adresses P2TR, la charge utile est une clé publique dite tweakée, c'est-à-dire que les outputs P2TR combinent des aspects de Pay to Pubkey et Pay to Script. La clé publique tweakée est le résultat de l'addition d'une clé publique de dépense classique avec un tweak qui est dérivé de la racine de Merkle d'un ensemble de scripts pouvant aussi être utilisés pour dépenser les bitcoins. Pour les adresses qui sont affichées sur vos logiciels de portefeuille, elles incluent également un HRP, c'est-à-dire Human Readable Part. Typiquement, ce HRP, c'est BC pour les adresses post-Segwit. Après, il y a un séparateur 1 et un numéro de version qui est Q pour les adresses Segwit V0 et P pour les adresses Taproot. Donc pour les adresses, on a d'abord le HRP dont on vient de parler, ensuite la charge utile, et enfin, à la fin, on ajoute une somme de contrôle qui est également qui est mise ici pour garantir l'intégrité et la validité de l'adresse lors de sa transmission.
Pour finir, on peut dire que les adresses, elles sont mises dans un format standard pour qu'elles soient toutes pareilles. Pour les adresses legacy, on va utiliser le standard base58 check. Pour les adresses Segwit, c'est le standard besh32. Et ensuite, on a un petit peu modifié le standard besh32 parce qu'il y avait un petit bug, assez improbable, mais tout de même présent, avec le standard besh32m qui est utilisé à partir des adresses Taproot. Alors, dans tout ça, c'est quoi la réutilisation d'adresses? La réutilisation d'adresses, c'est le fait d'utiliser une même adresse de réception pour bloquer plusieurs UTXO différents. Comme nous l'avons vu dans les sections précédentes, chaque UTXO dispose de son propre script pubkey qui le verrouille et doit obligatoirement être satisfait pour que l'UTXO soit consommé en input dans une nouvelle transaction. C'est au sein de ce script pubkey que sont intégrées les adresses de réception, en tout cas la charge utile des adresses de réception. Lorsque différents scripts pubkey contiennent la même adresse de réception, il s'agit d'une réutilisation d'adresse. En pratique, cela signifie qu'un utilisateur a fourni plusieurs fois la même adresse à des envoyeurs pour recevoir des bitcoins via plusieurs paiements. Et justement, cette pratique est catastrophique pour votre vie privée. Étant donné que la blockchain est publique, il est facile de consulter quelles adresses verrouillent quels UTXO et quelle quantité de bitcoin. Si une même adresse est utilisée pour plusieurs transactions, il devient possible de déduire que tous les bitcoins associés à cette adresse appartiennent à une même personne. Cette pratique compromet la vie privée de l'utilisateur en permettant d'établir des liens déterministes entre différentes transactions et de tracer les bitcoins sur la blockchain. Satoshi Nakamoto lui-même soulignait déjà cette problématique dans le white paper de Bitcoin, je le cite, « En guise de pare-feu additionnel, une nouvelle paire de clés pourrait être utilisée pour chaque transaction afin de les garder non liées à un propriétaire commun. » Fin de la citation. L'objectif recherché par Satoshi dans cette phrase était de créer un pare-feu supplémentaire en cas d'association entre l'identité de l'utilisateur et une paire de clés sur Bitcoin, afin d'éviter que l'intégralité de son activité soit reliée publiquement à son identité. Aujourd'hui, avec la prolifération des sociétés d'analyse de chaîne et les réglementations sur le KYC, l'utilisation d'adresses uniques n'est plus un pare-feu additionnel, mais une pratique indispensable pour quiconque souhaite préserver au minimum du minimum sa vie privée. C'est vraiment le minimum syndical. Lorsque vous réutilisez une adresse, ce que vous faites, c'est un lien qui est presque indéniable entre l'ensemble des transactions qui sont associées à cette adresse. Évidemment, cela ne va pas mettre en danger vos fonds directement, cela ne met pas en danger la sécurité de vos bitcoins parce que la cryptographie sur les courbes elliptiques garantit la sécurité de vos clés privées, mais cela va simplement faciliter la surveillance de vos activités. En effet, quiconque dispose d'un nœud peut observer les transactions et les soldes des adresses, ce qui compromet ainsi totalement votre anonymat, si vous réutilisez toujours la même adresse. Et en fait, même si vous la réutilisez une seule fois, ça peut être problématique. Pour illustrer ce point, prenons l'exemple de Bob, un utilisateur qui achète régulièrement des bitcoins par petites sommes en DCA et les envoie toujours sur la même adresse. Après 2 ans, cette adresse contient une quantité substantielle de bitcoin. Si Bob utilise cette adresse pour effectuer un paiement chez un commerçant du coin, ce dernier pourra voir l'ensemble des fonds associés et en déduire la richesse de Bob. Cela peut donc entraîner des risques de sécurité personnelle, notamment des tentatives de vol ou d'extorsion. Si Bob avait utilisé une adresse vierge pour réceptionner chaque achat périodique, il aurait dévoilé infiniment moins d'informations à son commerçant. En analyse de chaîne, on différencie 2 types de réutilisation d'adresses, la réutilisation externe et la réutilisation interne à une transaction. La première, elle s'observe lorsqu'une adresse est réutilisée au sein de plusieurs transactions Bitcoin différentes. C'est ce dont nous avons parlé précédemment. Cette heuristique, elle permet de déduire que tous les UTXO passés par cette adresse appartiennent à une unique entité. La réutilisation d'adresses internes, elle s'observe non pas lorsque la réutilisation se produit sur plusieurs transactions, mais lorsqu'elle s'observe au sein d'une même transaction. En effet, si l'on utilise en output d'une transaction la même adresse qui avait servi à verrouiller un input, alors on peut déduire que cet output appartient toujours au même utilisateur, c'est-à-dire qu'il représente le change, et que le second output représente le paiement effectif. Cette autre heuristique permet de perpétuer le traçage des fonds sur plusieurs transactions. La réutilisation d'adresses, c'est donc un véritable fléau sur Bitcoin. Selon le site oxt.me, qui hélas, comme je vous ai déjà dit, est actuellement inaccessible, le taux global de réutilisation d'adresses sur Bitcoin s'élevait à environ 52% en 2022, ce qui est énorme. En réalité, dans ce taux, la réutilisation d'adresses provient majoritairement sur Bitcoin de grandes plateformes d'échange plutôt que d'utilisateurs individuels.
Mais pour les utilisateurs individuels, il y en a également qui le font, de réutiliser plusieurs fois une même adresse de réception. C'est une très mauvaise pratique, comme nous venons de le voir. Maintenant, on peut se demander comment éviter la réutilisation d'adresses. Eh bien, c'est tout simple, il suffit d'utiliser une nouvelle adresse vierge pour tout nouveau paiement entrant vers son portefeuille. Grâce au BIP32, les portefeuilles modernes sont désormais déterministes et hiérarchiques. Cela signifie qu'un utilisateur peut générer un grand nombre d'adresses à partir d'une seule information initiale, qui est la graine, elle-même mise en forme via la phrase de récupération, la phrase mémonique. En sauvegardant cette seule information, il est possible de restaurer toutes les clés privées du portefeuille, permettant ainsi d'accéder aux fonds sécurisés par les adresses correspondantes. Bon, évidemment, en réalité, il faut aussi avoir tous les chemins de dérivation pour savoir comment arriver à ces clés. Mais ce que je veux dire ici, c'est que on n'a plus besoin de sauvegarder une à une toutes les clés privées que l'on utilise, ce qui pourrait être embêtant parce que si on a besoin de beaucoup d'adresses, ça fait beaucoup de clés à sauvegarder. Là maintenant, on a juste une graine à sauvegarder, éventuellement les chemins d'accès standards pour y arriver, et grâce à ça, on peut utiliser une infinité d'adresses, une quasi-infinité d'adresses, de manière très simple. C'est pourquoi lorsque vous appuyez sur le bouton Recevoir dans votre logiciel de portefeuille, normalement, si le logiciel est un bon logiciel, une adresse de réception inutilisée vous est proposée à chaque fois. Après avoir reçu des bitcoins sur cette adresse, le logiciel il vous en suggère automatiquement une nouvelle. Si jamais vous avez besoin d'un identifiant statique pour recevoir des paiements, comme par exemple pour recevoir des donations, ou bien pour le mettre sur un site web, il est déconseillé d'utiliser une adresse de réception Bitcoin classique en raison du risque lié à la réutilisation d'adresses. Privilégiez plutôt l'utilisation d'une adresse Lightning, par exemple, si vous souhaitez utiliser Lightning, ou bien si vous voulez utiliser vraiment avoir un identifiant de paiement statique on-chain, vous avez principalement deux options sur Bitcoin, soit le BIP47, soit les Silent Payments. Et justement, on va étudier en détail ces deux protocoles dans la dernière partie, dans la dernière section de la formation, puisque c'est très technique. En attendant, dans le prochain chapitre sur les bonnes pratiques, nous allons voir l'étiquetage et le contrôle des pièces. Comme vous avez pu le découvrir durant la partie sur l'analyse de chaîne, il existe une multitude d'heuristiques et de patterns qui peuvent être utilisés pour déduire des informations sur une transaction. En tant qu'utilisateur, il est important d'avoir connaissance de ces techniques pour mieux s'en protéger. C'est pour ça que nous avons fait une section sur l'analyse de chaîne. Cela implique notamment une gestion rigoureuse de votre portefeuille en self-custody, ce qui passe par la connaissance de l'origine de vos UTXO, ainsi que par une sélection réfléchie des UTXO à consommer lors du paiement. Cette gestion efficace du portefeuille s'appuie sur deux fonctionnalités très importantes qui sont présentes normalement dans les bons portefeuilles Bitcoin, dans les bons logiciels de portefeuille. Ce sont l'étiquetage et le coin control. Dans ce chapitre, nous allons étudier ces fonctionnalités et voir comment vous pourriez les utiliser intelligemment sans vous ajouter trop de charges de travail au quotidien afin d'optimiser fortement votre confidentialité sur Bitcoin. Alors tout d'abord, c'est quoi l'étiquetage? L'étiquetage, c'est une pratique qui consiste à attribuer une annotation ou une étiquette à un UTXO spécifique dans votre portefeuille Bitcoin. Ces annotations, elles sont stockées normalement localement par le logiciel de portefeuille et ne sont jamais transmises sur le réseau Bitcoin. Le labeling, c'est donc un outil de gestion personnelle. Ça n'a rien à voir avec les transactions en elles-mêmes. Par exemple, si je possède un UTXO provenant d'un achat en P2P sur BISC, par exemple avec Charles, je pourrais lui attribuer l'étiquette non KYC BISC Charles. Comme ça, je peux savoir quelle est l'origine de cet UTXO. L'étiquetage, c'est une bonne pratique qui aide à se rappeler l'origine ou la destination prévue d'un UTXO, ce qui facilite donc la gestion des fonds et l'optimisation de la confidentialité. En effet, votre portefeuille Bitcoin sécurise sûrement plusieurs UTXO. Si les sources de ces UTXO sont différentes, vous allez peut-être ne pas vouloir fusionner ces UTXO dans le futur, sans quoi vous pourriez révéler leur possession commune, comme nous avons vu avec la CIOH. En étiquetant proprement toutes vos pièces, vous vous assurez de vous souvenir de leur origine au moment où vous aurez besoin de les utiliser, même si cela n'arrive que dans plusieurs années. Et justement, l'utilisation active de l'étiquetage sur votre portefeuille devient encore plus intéressante lorsqu'elle est couplée évidemment avec une option de coin control sur votre logiciel. Le coin control, c'est une fonctionnalité qui est présente dans les bons logiciels de portefeuille Bitcoin qui vous donne la capacité de sélectionner manuellement les UTXO spécifiques à utiliser en tant qu'inputs pour effectuer une transaction. En effet, pour pouvoir satisfaire un paiement en output, comme nous avons vu dans la première section, il faut consommer un UTXO au minimum en input.
En contrepartie, pour plusieurs raisons que nous allons voir plus loin, vous avez peut-être envie de choisir précisément quelle pièce consommer en inputs pour satisfaire un paiement donné. C'est exactement ce que vous permet de faire le coin control. Pour vous donner une analogie, cette fonctionnalité, c'est un peu similaire à l'action de choisir une pièce spécifique dans votre porte-monnaie lorsque vous payez votre baguette. L'utilisation d'un logiciel de portefeuille avec du coin control couplé à l'étiquetage des outils EXO vous permet donc à la fois de distinguer et de sélectionner avec précision les outils EXO pour vos transactions. Maintenant, on peut se demander comment bien étiqueter ces outils EXO, puisqu'on est dans la partie sur les bonnes pratiques. Bien, il n'y a pas vraiment de méthode universelle pour l'étiquetage des outils EXO qui puisse convenir à tous. C'est à vous de définir un système d'étiquetage pour que vous puissiez facilement vous y retrouver sur votre portefeuille. Dans tous les cas, gardez à l'esprit qu'un bon étiquetage est un étiquetage que vous pourrez comprendre lorsque vous en aurez besoin. Si votre portefeuille Bitcoin est principalement destiné à l'épargne, il se peut que les étiquettes ne vous soient utiles que dans plusieurs décennies. Assurez-vous donc qu'elles soient claires, précises et exhaustives pour que lorsque vous en aurez besoin, vous puissiez vous y retrouver. Il est important que vos proches aussi puissent facilement identifier l'origine des fonds si un jour ils doivent accéder à votre portefeuille. Cela pourra les aider tant pour des raisons de confidentialité que pour des nécessités légales dans l'éventualité où ils auraient à justifier la provenance des fonds devant une autorité. Le plus important dans l'étiquetage, c'est de noter la source de l'outil EXO, évidemment. Vous devriez simplement indiquer la manière dont cette pièce est parvenue dans votre portefeuille. Est-ce qu'elle est issue d'un achat sur une plateforme d'échange? Est-ce que c'est le règlement d'une facture par un client? Est-ce que c'est un échange pair à pair? Ou bien est-ce qu'elle représente tout simplement le change d'une dépense? Ainsi, vous pourriez spécifier par exemple retrait exchange.com, paiement client David, achat P2P Charles, change achat canapé, etc., etc. Pour affiner votre gestion des outils EXO et respecter vos stratégies de ségrégation de fonds au sein de votre portefeuille, vous pourriez enrichir un petit peu vos étiquetages d'un indicateur supplémentaire qui reflète ces séparations. Si votre portefeuille, par exemple, contient 2 catégories d'outils EXO que vous tenez à ne pas mélanger, vous pourriez intégrer un marqueur dans vos étiquettes pour distinguer clairement ces groupes. Ces marqueurs de séparation dépendront de vos propres critères, comme par exemple la distinction entre des outils EXO issus d'un processus d'acquisition qui implique un KYC, ou bien entre des fonds professionnels et personnels, par exemple. Et en reprenant les exemples d'étiquettes que je vous ai donnés juste avant, cela pourrait se traduire par KYC retrait exchange.com, KYC paiement client David, no KYC achat P2P Charles, no KYC change canapé, etc., etc. Il est également conseillé de perpétuer l'étiquetage d'une pièce au fil des transactions. Par exemple, lors d'une consolidation d'outils EXO no KYC, assurez-vous de marquer l'outil EXO résultant non pas seulement comme une consolidation, mais spécifiquement comme une consolidation d'outils EXO no KYC. Cela vous permet de conserver une trace claire de la provenance des pièces. Enfin, il n'est pas obligatoire de mettre une date sur une étiquette. La plupart des logiciels de portefeuille affichent déjà la date de transaction et il est toujours possible de retrouver cette information sur un explorateur de blocs avec votre TXID. Donc, pas besoin de mettre de date. Ce qu'on va chercher à mettre, c'est plutôt des caractéristiques de différenciation en fonction de la manière dont on veut ségréguer les fonds dans notre portefeuille et évidemment la source de cette pièce, d'où est-ce qu'elle vient à la base, comment elle est arrivée sur notre portefeuille. Maintenant, comment bien choisir ces pièces, maintenant qu'on les a bien identifiées, qu'on leur a mis des petites étiquettes pour bien les différencier, comment est-ce qu'on les choisit lorsqu'on fait une transaction? Eh bien, c'est justement ce que vous permet de faire le coin control sur les logiciels de portefeuille Bitcoin qui vous permettent de choisir spécifiquement quel outil EXO consommer en inputs pour satisfaire les outputs de paiement. Selon moi, il y a 2 aspects à considérer lors de ce choix. 1. La possibilité pour le destinataire du paiement de lier une part de votre identité aux outils EXO utilisés en inputs. Et 2. La capacité d'un observateur externe à établir des liens entre tous les outils EXO qui sont consommés en inputs. Donc pour illustrer le premier point, on va prendre un exemple concret. Supposons que vous achetiez une baguette en Bitcoin chez votre boulanger. Vous utilisez un ou plusieurs outils EXO que vous détenez en inputs pour satisfaire au minimum le prix de la baguette en outputs, ainsi que les frais de transaction. Votre boulanger y pourrait alors potentiellement associer votre visage ou toute autre partie de votre identité qu'il connaît aux pièces qui sont utilisées en input. En connaissant l'existence de ce lien, vous allez peut-être préférer choisir un outil EXO spécifique plutôt qu'un autre lors du paiement.
Par exemple, si l'un de vos UTXO provient d'une plateforme d'échange et que vous préférez que le boulanger ignore l'existence de votre compte sur cette plateforme, vous éviterez d'utiliser cet UTXO pour le paiement. Si vous possédez un UTXO de grande valeur, qui révèle une quantité importante de Bitcoin, vous pourriez également choisir de ne pas l'utiliser pour éviter que le boulanger ne prenne connaissance de votre fortune en BTC. Le choix des UTXO à utiliser pour ce premier point repose donc sur une décision personnelle qui est influencée par ce que vous êtes prêt à révéler ou non. Les étiquettes que vous avez attribuées à vos UTXO lors de leur réception vous aideront à sélectionner ceux qui, une fois dépensés, n'exposent que des informations que vous êtes à l'aise de révéler au destinataire. Au-delà des informations potentiellement révélées au destinataire, le choix des inputs influence également ce que vous dévoilez à tous les observateurs de la blockchain. En effet, si vous utilisez plusieurs UTXO en entrée de votre transaction, vous révélez qu'ils sont possédés par la même entité selon l'heuristique de la CIOH que nous avons vu dans la partie précédente sur l'analyse de chaîne. Lorsque vous sélectionnez vos pièces, vous devez donc être conscient que la transaction que vous vous apprêtez à diffuser va créer un lien entre tous les UTXO utilisés, et ce lien il peut être problématique pour votre confidentialité personnelle, surtout si les UTXO proviennent de sources différentes. Reprenons mon exemple avec l'UTXO que j'ai acheté à Charles sur BISC, qui est donc non KYC. Je souhaite éviter de le combiner avec un UTXO provenant, par exemple, d'une plateforme d'échange réglementée qui connaît mon identité. En effet, si jamais j'utilise ces deux UTXO en input d'une même transaction, la plateforme régulée sera en capacité de lier mon identité avec l'UTXO que j'ai acheté sur BISC en P2P à Charles, alors que celui-ci n'était pas lié à mon identité auparavant. Finalement, pour bien choisir quels UTXO consommer en input d'une transaction, le plus important, c'est d'éviter d'utiliser plusieurs UTXO. Au maximum, lorsque vous le pouvez, sélectionnez une seule pièce suffisamment grande pour satisfaire votre paiement. De cette manière, vous évitez complètement les risques liés à la CIOH. Cependant, si aucun UTXO individuel n'est suffisant pour le paiement et que vous devez en consommer plusieurs, assurez-vous qu'ils proviennent de sources similaires pour éviter les risques de lien qui sont indésirables entre ces UTXO. Gardez également à l'esprit que le destinataire pourrait associer les informations qu'il détient sur vous avec l'historique des pièces utilisées en inputs. Maintenant, on peut également se demander comment fonctionne la sélection automatique des pièces, puisque dans les sections précédentes, on a abordé la sélection manuelle des UTXO à utiliser pour une transaction, mais qu'est-ce qui se passe lorsque le logiciel de portefeuille effectue cette sélection automatiquement? Puisque lorsqu'on fait une transaction, on n'est pas obligé de faire du coin control. Le logiciel, en général, il nous met automatiquement des UTXO en inputs. Alors, il y a plusieurs méthodes qui existent pour déterminer les pièces à consommer, et la sélection des UTXO constitue un véritable champ de recherche sur Bitcoin. L'objectif principal de ce processus automatique est souvent de minimiser les frais de transaction pour l'utilisateur, pas vraiment de recherche de confidentialité en général dans cette sélection automatique. Alors, les méthodes les plus simples de sélection automatique, ce sont FIFO, First In, First Out, et LIFO, Last In, First Out. Mais c'est aussi les moins efficaces. C'est les plus simples, mais les moins efficaces. Avec FIFO, les pièces les plus anciennes du portefeuille sont utilisées en priorité. Cela veut dire que vos UTXO les plus vieux sont utilisés en premier. Cette approche, elle est généralement peu efficace tant pour optimiser les frais de transaction que pour préserver la confidentialité, à l'exception des cas où des time locks relatifs sont utilisés et doivent être renouvelés régulièrement. Là, ça peut être plutôt intéressant d'utiliser cette méthode du FIFO, puisque ça nous permet justement de renouveler en priorité quand on fait une transaction les time locks qui allaient arriver, qui étaient le plus proche de l'expiration. Et donc pour la sécurisation de nos fonds, c'est une approche intéressante. À l'inverse, l'IFO, donc Last In, First Out, ça priorise l'utilisation des UTXO les plus récents. Mais ces deux méthodes, elles sont, comme je vous ai dit, assez inefficaces, sauf dans le cas des utilisations de time lock relatifs. Une méthode plus évoluée, c'est celle du Knapsack Solver. C'est celle qui était utilisée sur le portefeuille Bitcoin Core jusqu'à la version 0.17. Et cela consiste à sélectionner de manière itérative et aléatoire des UTXO dans le portefeuille en les additionnant par sous-ensemble d'UTXO et garder la solution qui réduit le plus possible le poids de la transaction afin de réduire les frais pour l'utilisateur. Donc là, on commence à avoir une solution de sélection automatique des pièces qui est un peu plus intéressante parce qu'elle nous permet d'optimiser les frais. Et ensuite, à partir de la version 0.17, il y a une nouvelle méthode de sélection des pièces qui a été introduite sur Bitcoin Core qui s'appelle le Branch and Bound
ou BNB, qui est parfois aussi appelé algorithme de Merge, puisque c'est Merge qui l'a inventé. Cette méthode, elle est plus avancée et elle vise à trouver un ensemble d'UTXO qui correspond exactement au montant nécessaire pour satisfaire les outputs d'une transaction. L'objectif du BNB, c'est donc de minimiser le montant du change ainsi que les frais en réduisant ce que l'on appelle le critère de gaspillage qui prend en compte à la fois les coûts immédiats, donc c'est-à-dire les coûts de la transaction qu'on est en train de faire, et les coûts futurs prévus pour le change. Mais oui, parce que finalement, lorsqu'on fait une transaction, un paiement, on va avoir un change, et ce change, si on veut le redépenser derrière, ça va nous coûter encore des frais. Donc c'est intéressant de prendre en compte également sur les frais, non pas à l'instant T comme le fait le Knapsack Solver, mais plus dans une approche globale du portefeuille. Et c'est ce que tente de faire un petit peu le BNB, même si c'est pas forcément la méthode optimale, hein. Il y a encore des recherches qui se font là-dessus pour essayer d'optimiser la sélection automatique des pièces, notamment pour ce qui est pour optimiser les frais de transaction de manière globale sur le portefeuille. Et cette méthode du BNB, elle est dérivée du concept original justement du branch and bound qui a été conçu en 1960 par Alisa Land et Alison Harcourt. Toutes ces méthodes de sélection automatique des UTXO, elles peuvent être efficaces pour réduire les frais de transaction comme nous l'avons vu, mais elles sont souvent inefficaces pour préserver la confidentialité de l'utilisateur. Ces algorithmes, ils peuvent fusionner plusieurs UTXO en inputs parfois, donc révéler une propriété commune de ces UTXO à cause de la CIOH. Et évidemment, ces méthodes, elles ne peuvent pas prendre en compte les étiquettes qui sont imposées sur les UTXO et qui sont pourtant cruciales dans le processus de choix de quels UTXO consommer. Donc finalement, il n'y a aucun algorithme de sélection automatique des pièces qui va nous permettre vraiment d'avoir le même niveau de confidentialité que lorsqu'on les sélectionne manuellement avec le coin control, en s'appuyant sur les étiquettes que l'on a mis nous aussi manuellement. Voilà. Actuellement, donc, la seule solution pour optimiser sa confidentialité lors de la sélection des pièces, c'est de le faire manuellement. Si vous souhaitez savoir comment faire un étiquetage des pièces propres sur la plupart des logiciels de portefeuille, sur les principaux logiciels de portefeuille existants aujourd'hui, nous avons fait un tutoriel complet sur ce sujet que vous pouvez retrouver sur la plateforme Plan B Network. Dans le prochain chapitre, nous allons nous intéresser à un gros sujet qui est assez complexe, mais vous allez le voir très intéressant, c'est le KYC et l'identification des clés. Dans ce troisième chapitre de la quatrième section, nous allons étudier plus spécifiquement ce qu'est le KYC, quelles sont ses implications sur la confidentialité sur Bitcoin, et également quelle est la différence entre l'identification des clés et le KYC. Alors, le KYC, c'est le sigle de Know Your Customer, vous le savez sûrement déjà, donc connaître son client. C'est une procédure réglementaire qui est mise en place par certaines entreprises qui opèrent dans le secteur de Bitcoin. Cette procédure, elle vise à vérifier et à enregistrer l'identité des clients dans le but affiché, en tout cas, de lutter contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Concrètement, le KYC, c'est la collecte de diverses données personnelles du client qui peuvent varier en fonction des juridictions, mais ça inclut généralement une pièce d'identité, une photographie, voire parfois une vidéo du visage carrément, et un justificatif de domicile ou des choses comme ça. Ces informations, elles sont ensuite vérifiées et conservées pour une utilisation ultérieure. Cette procédure, elle est devenue obligatoire pour toutes les plateformes d'échange régulées dans la majorité des pays occidentaux. Cela signifie que toute personne désirant échanger des monnaies étatiques contre du Bitcoin ou inversement via ces plateformes doit se conformer aux exigences du KYC. Cette procédure, elle n'est pas sans risque pour votre confidentialité et votre sécurité en tant qu'utilisateur. C'est ce que nous allons voir dans ce chapitre en examinant en détail ces risques et nous allons également analyser les impacts spécifiques du KYC et des processus d'identification de clés sur votre vie privée et votre sécurité personnelle. Le premier risque qui est associé au KYC, c'est celui de la facilitation du traçage on-chain, c'est-à-dire qu'il offre un point d'accès, un point d'entrée privilégié pour une analyse de chaîne. Comme nous l'avons vu dans la partie précédente, les analystes peuvent regrouper et suivre les activités sur la blockchain en utilisant des patterns de transactions et des heuristiques. Une fois qu'ils ont réussi à clusteriser l'activité on-chain d'un utilisateur, il suffit de trouver un seul point d'entrée parmi toutes ces transactions et toutes ces clés pour compromettre entièrement sa confidentialité. Si on a regroupé toutes les transactions, il suffit d'en connaître une associée à une forme de votre identité pour pouvoir savoir que toutes les autres sont associées à votre identité.
Lorsque vous effectuez un KYC, justement, vous fournissez un point d'entrée de très grande qualité pour une analyse de chaîne, car vous associez vos adresses de réception utilisées lors du retrait de vos bitcoins d'une plateforme d'échange à votre identité complète et vérifiée. En théorie, ces informations, elles ne sont connues que par l'entreprise à laquelle vous les avez fournies, mais comme nous le verrons plus loin, le risque de fuite de données est réel. De plus, le simple fait qu'une entreprise détient ces informations peut être problématique, même si elle ne les partage pas. Ainsi, si vous ne prenez pas d'autres mesures pour limiter le regroupement de vos activités sur la blockchain, toute personne ayant connaissance de ce point d'entrée qu'est le KYC peut potentiellement relier toute votre activité sur Bitcoin à votre identité. Du point de vue de cette entreprise qui possède votre KYC, votre utilisation de Bitcoin perd donc toute confidentialité. Pour illustrer cela par une comparaison, c'est comme si votre banquier de la banque X avait accès non seulement à toutes vos transactions effectuées avec la banque X, ce qui est normal dans le système classique, mais pouvait également observer vos transactions avec la banque Y, alors que lui fait partie de la banque X, ainsi que toutes vos transactions en espèces. C'est un petit peu ce qui se passe lorsque un analyste est capable de regrouper toute votre activité et dispose d'un point d'entrée tel qu'un KYC. Le deuxième risque, la deuxième grande problématique du KYC est qu'il révèle à l'État que vous avez possédé du Bitcoin à un moment donné. Lorsque vous achetez des Bitcoins via un acteur régulé, il devient possible pour l'État de connaître cette possession. Actuellement, cela peut sembler anodin, mais il est important de se rappeler que l'avenir politique et économique de votre pays n'est pas entre vos mains. Tout d'abord, l'État peut rapidement adopter une posture autoritaire. L'histoire regorge d'exemples où les politiques ont changé brusquement. Aujourd'hui, en Europe, les bitcoiners peuvent écrire des articles sur Bitcoin, participer à des conférences et gérer leur portefeuille en self-custody. Mais qui peut dire ce que demain réserve? Si Bitcoin devenait soudainement l'ennemi public numéro 1, être associé à celui-ci dans les dossiers de l'État pourrait s'avérer problématique. Ensuite, face à des crises financières, des crises économiques sévères, l'État pourrait envisager de saisir les bitcoins détenus par les citoyens. Peut-être que demain, les bitcoiners seront perçus comme des profiteurs de crise et seront taxés de manière excessive en raison de leur plus-value face à la dévaluation des monnaies fiat. Vous pourriez penser que ce n'est pas un problème car vos bitcoins sont mixés, que vous les avez passés dans des CoinJoin et donc non traçables, mais justement, le traçage, ce n'est pas l'enjeu ici. Le véritable problème est que l'État sait que vous avez possédé du Bitcoin à un moment donné. Cette simple information pourrait suffire pour vous incriminer ou vous demander des comptes. Vous pourriez tenter de prétendre avoir dépensé vos bitcoins, mais cela devrait se refléter dans votre déclaration fiscale et vous vous feriez donc coincer. Vous pourriez également dire que vous avez perdu vos clés dans un accident de bateau. C'est la blague classique sur Twitter. Mais au-delà de la blague, est-ce que vous pensez réellement que cela suffirait pour vous disculper? Je suis pas sûr. Il est donc important de prendre en compte le risque lié au simple fait que l'État puisse savoir que vous avez possédé du BTC, même si ce risque peut sembler lointain aujourd'hui. Un autre problème qui est posé par le KYC en matière de surveillance étatique, c'est la délation obligatoire par les plateformes régulées. Alors, je ne suis pas familier avec les réglementations dans d'autres juridictions, mais en tout cas en France, les prestataires de services sur actifs numériques, c'est-à-dire les PSAN, ils sont contraints de signaler aux autorités de surveillance financière tout mouvement de fonds qu'ils considèrent comme suspect. Alors, suspect, la définition est assez large de ce qui peut être suspect. Donc en France, en 2023, par exemple, il y a eu 1449 actes suspects qui ont été rapportés par les PSAN. Pour l'instant, la majorité de ces actes sont liés à la criminalité. Mais cependant, les autorités demandent explicitement dans leur rapport, demandent aux plateformes régulées, aux PSAN, de signaler toute transaction suspecte uniquement sur la base de sa structure. Donc, c'est-à-dire que si vous effectuez une transaction collaborative ou même simplement une transaction Bitcoin qui présente un schéma un peu atypique et que cette transaction se produit non loin du retrait de vos Bitcoins de ces plateformes, vous pourriez vous retrouver signalé aux autorités alors même que vous n'avez strictement rien fait. Peut-être que cette transaction, c'est juste un transfert de votre portefeuille vers un autre portefeuille qui vous appartient, mais c'est pas grave, vous êtes tout de même signalé parce qu'il y a une structure suspecte. C'est là justement qu'on voit un petit peu la dérive. C'est pas simplement pour des criminels qui sont avérés, qui sont vérifiés. Là, on parle simplement de la structure d'une transaction Bitcoin qui peut, aux yeux de l'État, paraître suspect. Donc, même si vous n'avez pas fait de malversation et que vous êtes dans l'exercice légitime de vos droits, bien cette délation, elle pourrait entraîner des vérifications et une surveillance accrue sur votre personne. Et en fait, tous ces désagréments, ils sont uniquement liés au fait que vous avez effectué un KYC. Si vous n'aviez pas fait de KYC, vous n'auriez pas eu tous ces désagréments. Donc, on vient de voir deux risques liés au KYC. On a la facilitation du traçage on-chain parce que ça constitue un point
d'entrée pour une analyse de chaîne. Et ensuite, on a vu donc l'exposition à la surveillance étatique que nous venons de voir. Et il y a un troisième risque, selon moi, une troisième grande famille de risques qui est liée au KYC, c'est le risque de fuite de données personnelles. Euh, Puisque finalement, le KYC, il nécessite la conservation de toutes vos données personnelles sur les serveurs d'une entreprise privée. Alors, certains événements récents nous ont rappelé que personne n'est à l'abri de la défaillance, qu'elle soit financière ou informatique. En 2022, par exemple, les clients de Celsius, peut-être que vous avez vu cette histoire, en ont subi les conséquences parce que suite à la faillite de l'entreprise, le nom des créanciers, c'est-à-dire des clients qui avaient perdu leurs fonds, ainsi que le montant de leurs actifs, ont été rendus publics par la justice américaine lors de la procédure administrative. Et pour ce qui est du risque informatique, de la défaillance informatique, on a eu également un exemple qui a fait beaucoup de bruit il y a un peu plus de 2 ans. C'était un fleuron de la cybersécurité dans le domaine des crypto-monnaies qui a vu les données personnelles de ses clients dérobées en intégralité. Bien que cet incident ne soit pas directement lié à l'achat de Bitcoin, puisque là, en l'occurrence, c'était un vendeur de hardware wallet, un tel risque demeure évidemment pour les plateformes d'échange, puisque finalement, ça reste juste des entreprises privées qui ont vos données personnelles. Il y a donc un risque certain lié à la fuite de ces données personnelles. Alors, il est vrai que finalement, on confie déjà dans notre vie beaucoup de nos données personnelles à des entreprises privées, les sites de e-commerce, etc. Cependant, le risque ici, il est double, puisque ces données, elles sont non seulement elles permettent de vous identifier, évidemment, puisqu'il y a votre carte d'identité et compagnie, mais elles sont également liées à une activité sur Bitcoin. En effet, lorsqu'un pirate parvient à accéder aux données des clients d'une plateforme d'échange, il peut raisonnablement penser que ses clients possèdent des Bitcoins, évidemment. Ce risque, il est donc accentué du fait que le Bitcoin, tout comme tout autre bien de valeur, attire les convoitises de voleurs. En cas de fuite de données, dans le meilleur des cas, vous pourriez être la cible de tentatives d'hameçonnage ciblées par email, etc. Bon, ça, à la limite, si vous êtes vigilant, c'est pas très grave. Mais dans le pire des cas, vous pourriez vous retrouver au centre de menaces physiques à votre domicile. C'est ce qui s'est passé, notamment suite au piratage des données personnelles d'un vendeur de hardware wallet il y a quelques années. Donc, outre les risques spécifiques qui sont liés à Bitcoin, il faut également considérer les dangers associés à la transmission de documents d'identité. Et oui, puisque lorsque vous faites un KYC, forcément, vous devez donner votre passeport, votre carte d'identité ou n'importe quelle pièce d'identité. Mais en cas de fuite de données, il est possible de devenir victime d'une usurpation d'identité. Donc les enjeux ne se limitent pas uniquement à la protection de la confidentialité des transactions avec le KYC, mais ça concerne également la sécurité personnelle de chaque individu. Ensuite, je voulais vous faire part également de quelques idées reçues, débunk entre guillemets ces idées reçues. Tout d'abord, il est inexact de penser que de protéger sa confidentialité pour des bitcoins acquis via KYC est inutile. Les outils et méthodes de confidentialité sur Bitcoin sont variés et servent des objectifs différents. On va le voir également plus tard dans la section 5. Mais l'utilisation de transactions CoinJoin, par exemple, sur des bitcoins qui sont issus de KYC, c'est pas une mauvaise idée. Bien sûr, il faut faire attention, il faut être prudent avec les plateformes d'échange régulées pour éviter justement qu'elles vous signalent comme transaction suspecte ou éviter le gel ou le bannissement de son compte. Mais d'un point de vue strictement technique, ces pratiques ne sont pas incompatibles. Le CoinJoin, il a pour effet de casser l'historique d'une pièce, ce qui vous aide ainsi à contrecarrer certains des risques associés à l'analyse de chaîne et qui sont liés également au KYC. Tout à l'heure, on a parlé du regroupement de toute l'activité on-chain par un analyste et ensuite du KYC qui venait comme un point d'entrée. Bien, justement, le CoinJoin, s'il vous permet de casser justement cette analyse de chaîne au niveau du regroupement, bien finalement, le KYC il permet d'identifier qu'une partie de votre activité et pas tout le reste. Donc, même si vous avez acquis des bitcoins via KYC, c'est pas votre confidentialité, elle n'est pas à zéro. Il y a tout de même des choses à faire pour la protéger et pour essayer de limiter la casse. Ensuite, la confidentialité sur Bitcoin, elle ne doit pas être envisagée de manière binaire, comme une distinction entre des Bitcoins qui seraient anonymes et d'autres qui ne le seraient pas. Voilà, comme on vient de le voir, posséder des Bitcoins acquis via KYC ne signifie pas que tout est perdu. Au contraire, l'utilisation d'outils de confidentialité peut s'avérer encore plus bénéfique que si vous les aviez acquis en P2P. Et inversement,
Acquérir du Bitcoin par une méthode sans KYC ne garantit pas une confidentialité parfaite et n'exempte pas de la nécessité de prendre d'autres mesures de protection. Si vous détenez du Bitcoin non KYC, mais que vous réutilisez plusieurs fois des adresses de réception, vos transactions pourront être tracées et regroupées. Le moindre lien avec le monde extérieur à Bitcoin pourrait compromettre la seule couche de confidentialité dont vous disposiez. Il est donc très important de considérer tous les outils et toutes les méthodes qui améliorent votre confidentialité sur Bitcoin comme complémentaires. Chaque technique aborde un risque spécifique et peut ajouter une couche supplémentaire de protection. Donc posséder du Bitcoin non KYC ne dispense absolument pas de prendre d'autres précautions. Ensuite, on peut se demander, est-ce qu'on peut annuler un KYC? Puisque finalement, quand on est débutant, qu'on rentre dans Bitcoin, on va souvent directement sur une plateforme d'échange, on va au plus simple, on fait notre KYC, et après, quand on commence à creuser un petit peu le sujet, on se rend compte que finalement, ce n'était pas forcément la meilleure idée. Mais qu'est-ce qu'on fait de ceux qu'on a achetés, qu'on a ici en notre possession et qui sont KYC? Et c'est quelque chose qu'on me demande souvent. Est-ce qu'il est possible de revenir en arrière après avoir effectué un KYC? Et comme vous pouvez l'imaginer, suite au paragraphe précédent, la réponse elle est nuancée en fonction des risques que l'on cherche à annuler justement. Pour éviter les risques liés au KYC, la méthode la plus simple, ça consiste évidemment à ne pas recourir lors de l'acquisition de vos bitcoins, à ne pas utiliser des plateformes qui exigent un KYC. C'est logique. Mais justement, on va approfondir ce sujet dans le chapitre suivant avec les méthodes de vente et d'acquisition en P2P. Mais est-ce qu'il existe d'autres moyens d'atténuer les risques encourus? Concernant le risque de traçabilité, on en a déjà un petit peu parlé. L'utilisation du CoinJoin, c'est une super solution. Je vous en parlerai plus précisément. On a toute une section qui est dédiée au CoinJoin plus tard dans la formation. Mais en gros, le CoinJoin, ça permet de casser l'historique d'une pièce et de prévenir son traçage passé-présent et présent-passé. Donc même pour des BTC qui sont obtenus via une plateforme régulée, cette technique, elle peut empêcher leur traçabilité. Donc finalement, le premier risque qui est lié au point d'entrée, on ne peut pas annuler le fait que le KYC est un point d'entrée pour une analyse de chaîne, mais on peut limiter en tout cas le regroupement de notre activité grâce à ça, et donc limiter les conséquences du KYC. Bon, évidemment, le CoinJoin, ça n'efface pas le deuxième risque qui est lié au KYC, c'est-à-dire le fait que l'État soit informé de votre possession de Bitcoin. Même si vos pièces, elles ne sont plus traçables, l'État, selon les juridictions, peut avoir accès à vos déclarations de cession de cryptoactifs. Et donc ici, on n'est pas face à un risque technique, c'est un risque administratif. Il n'existe pas de solution propre à Bitcoin pour l'éliminer, à part s'exposer au KYC, à part ne pas s'exposer au KYC initialement. Donc la seule approche légale pour mitiger ce risque, c'est de vendre sur des plateformes régulées vos bitcoins que vous avez acquis via des plateformes régulées, puis de les racheter via des moyens sans KYC. En vendant et en déclarant la cession, l'administration devrait constater que vous ne les possédez plus. Mais bon, c'est pas forcément une méthode qui est très facile à faire, très pratique. En plus, vous allez payer des taxes lorsque vous allez les vendre. Donc c'est pas forcément le mieux, mais finalement, si vous voulez vraiment annuler l'effet du KYC sur le fait que l'État peut savoir que vous avez eu du Bitcoin, bien c'est le seul moyen de faire, c'est ça. C'est de faire l'inverse en fait de ce que vous avez fait à la base. Et enfin, le risque de fuite de données personnelles et de vos documents d'identité, c'est un danger qui est externe à Bitcoin, donc il n'existe aucune solution technique pour l'éviter. Une fois que vous avez donné vos informations personnelles, une fois que vous les avez révélées, il est très difficile d'annuler cette opération. Vous pouvez tenter de fermer votre compte sur la plateforme, mais cela ne garantit pas la suppression de vos données KYC, surtout lorsque la vérification d'identité est sous-traitée. Puisque oui, c'est souvent le cas lorsque vous avez des plateformes d'échange, en général, la vérification du KYC, elle est faite par une société spécialisée qui est externe. Donc, ça peut être compliqué de vraiment faire supprimer ces données et surtout d'être sûr qu'elles sont vraiment supprimées du côté du côté du prestataire. Et finalement, cette vérification de la suppression, elle est quasiment impossible. Il n'existe donc aucune solution pour empêcher complètement ce risque et s'assurer qu'il n'existe plus. Donc, si je résume, annuler un KYC, entre guillemets, annuler un KYC, évidemment, c'est possible d'éviter le risque de traçage, en tout cas d'en limiter la portée si vous mettez en place des méthodes pour casser l'historique de vos pièces, notamment avec des CoinJoin, mais ça induit d'autres risques, notamment en termes de délation de la part de la plateforme, en termes de blocage, en termes de gel de vos fonds. Mais c'est le seul risque en fait qui peut être évité de manière technique pour annuler un KYC entre guillemets. Le risque
qui est lié à la connaissance de l'état du fait que vous possédez des bitcoins. Ça, on ne peut pas l'annuler, sauf si on fait l'inverse de ce qu'on a fait, c'est-à-dire si on vend sur des plateformes régulées. Et enfin, le risque de fuite de données personnelles, lui, une fois que vous avez donné vos informations, elles sont données et c'est terminé. Vous pouvez tenter de les annuler, etc. Mais c'est difficile d'être sûr qu'elles sont tout le temps annulées. Voilà pour le résumé. Enfin, je voulais vous parler un petit peu de différence entre le KYC et l'identification des clés, parce que parfois, certains bitcoiners ils tendent à élargir le terme de KYC à tout échange de BTC qui implique un virement ou un paiement par carte bancaire, car ces moyens peuvent aussi révéler l'origine du paiement, tout comme le ferait un KYC. Mais selon moi, il ne faut pas confondre le KYC et l'identification des clés. Le KYC, ça désigne spécifiquement une procédure réglementaire qui est mise en œuvre par certaines entreprises pour vérifier, enregistrer l'identité de leurs clients, etc. C'est ce qu'on a vu. C'est une chose qui est binaire. Lors de l'acquisition de vos bitcoins, soit vous faites un KYC, soit vous n'en faites pas. C'est vraiment quelque chose de binaire. Cependant, l'identification des clés qui concerne la liaison entre une facette de l'identité d'un utilisateur et une activité on-chain, c'est pas aussi binaire. Ça représente plutôt un continuum. En effet, dans le cadre de l'acquisition ou de la cession de vos bitcoins, cette identification, elle est toujours possible, mais à des degrés différents. Par exemple, si vous achetez des bitcoins sur une plateforme qui est régulée en Suisse, il n'y a pas forcément de KYC. Le KYC n'est pas obligatoire, il me semble, en dessous d'une certaine somme. Mais il peut toutefois y avoir une forme d'identification de vos clés, car l'achat a été réalisé via un compte bancaire. Et c'est là que les deux premiers risques qui sont associés au KYC, c'est-à-dire la facilitation du traçage on-chain et l'exposition à la surveillance étatique, peuvent également se manifester dans un échange sans KYC. Si l'identité suisse signale des transactions suspectes aux autorités de votre pays, ces dernières peuvent simplement vérifier le compte bancaire ayant servi à l'achat pour découvrir votre identité. Donc l'achat sans KYC sur des plateformes régulées se situe plutôt dans le haut, plutôt en haut dans l'échelle de risque pour l'identification des clés. Mais encore une fois, cela ne veut pas pour autant dire que c'est pareil qu'un achat via un KYC. Voilà, le KYC, c'est binaire. Soit on a fait un KYC, soit on n'a pas fait un KYC. L'identification des clés, c'est un spectre. C'est soit il y a un gros risque d'identification des clés, soit il y a très peu de risque d'identification des clés. Et finalement, même si vous évitez toutes ces plateformes régulées, à la fois KYC, non KYC, par exemple comme en Suisse, même si vous évitez tout ça et que vous passez par des méthodes d'acquisition en P2P, ça supprime pas totalement le risque d'identification des clés, mais simplement ça vient le diminuer. Par exemple, si vous faites un achat sur Bisq, qui est une plateforme d'échange P2P, donc directement d'utilisateur à utilisateur pour échanger des monnaies étatiques contre des bitcoins, eh bien, si vous faites un échange sur Bisq ou toute autre plateforme P2P, pour régler votre contrepartie, vous allez utiliser probablement votre compte bancaire. Si les autorités interrogent la personne avec laquelle vous avez échangé et lui demandent votre nom, on peut retrouver ici justement le risque 1 et le risque 2 que nous avons évoqués précédemment. Ces risques qui sont certes amoindris que par rapport à l'achat sans KYC sur une plateforme régulée et encore plus réduits par rapport à un achat avec KYC, mais ils restent tout de même présents dans une moindre mesure. Finalement, même si vous acquérez vos bitcoins via un échange physique contre des espèces, contre du cash, vous n'êtes pas totalement anonyme. La personne avec laquelle vous avez échangé a vu votre visage qui fait partie de votre identité. Bien que minime dans cet exemple, il existe donc encore une possibilité d'identification des clés. Donc, pour conclure, lors d'un échange de bitcoin contre d'autres actifs, qu'il s'agisse d'un achat en monnaie étatique ou d'une vente contre un bien réel, il y a toujours une certaine forme d'identification des clés. Selon la méthode d'échange choisie, cette identification elle peut varier en intensité. C'est ce que nous avons vu. Lorsque vous achetez sur une plateforme KYC, c'est dans le haut du spectre. Lorsque vous achetez sur une plateforme sans KYC, mais que c'est une plateforme régulée que vous achetez avec votre compte bancaire, eh bien, c'est encore une fois dans le haut du spectre des risques d'identification des clés. Lorsque vous achetez en P2P sur une plateforme en ligne comme Bisq par exemple, eh bien, vous êtes plutôt dans le bas, mais vous n'êtes pas encore tout en bas. Il y a toujours une forme d'identification des clés qui est possible si on va interroger l'utilisateur en face. Et même si vous faites un achat en cash en P2P, il y a toujours une forme qui est certes très minime, mais qui est toujours là, une forme d'identification qui est possible, puisque la personne en face, elle connaît peut-être votre nom. En tout cas, elle a vu votre visage. Donc, il y a toujours une forme d'identification de l'identité entre le vendeur ou l'acheteur et les bitcoins qui ont été transférés.
Voilà. Donc cependant, il est important de comprendre qu'il existe tout de même un lien entre le KYC et le spectre d'identification, puisque le KYC se situe à l'extrémité supérieure de ce spectre, car il facilite de manière systématique l'identification des clés de l'utilisateur par les autorités et par l'entreprise. Après avoir lu ou écouté le chapitre précédent sur le KYC, l'identification des clés, vous vous interrogez peut-être sur les moyens d'acheter ou de vendre du Bitcoin sans avoir à subir une procédure de vérification d'identité afin d'éviter les risques associés au KYC. Il existe plusieurs méthodes pour réaliser ces échanges. Tout d'abord, les échanges P2P en cash. Comme nous l'avons vu, la meilleure méthode en termes de confidentialité demeure l'échange P2P, c'est-à-dire de personne à personne, avec un règlement en cash ou en espèces. Cette méthode vous permet de minimiser les traces laissées et réduit considérablement la possibilité d'identification des clés, que vous soyez acheteur ou vendeur. Néanmoins, cette pratique comporte des risques pour la sécurité personnelle. Le principal danger réside dans le fait que lors de l'échange, la contrepartie saura que vous détenez une somme importante, soit en espèces, soit en bitcoin. Cette information, elle peut attirer l'attention de personnes mal intentionnées. En effet, il est généralement recommandé de rester discret sur sa possession de bitcoin. C'est un conseil qui pourrait également être appliqué pour les espèces. Toutefois, lors d'un échange en personne, il est inévitable de révéler que vous possédez des bitcoins, ce qui peut susciter des convoitises. Pour limiter ce risque, je vous conseille de privilégier les transactions en cash avec des individus de confiance, tels que des membres de votre famille ou des amis proches. Autrement, vous pourriez aussi envisager de procéder à des échanges lors de meet-up Bitcoin locaux, après y avoir participé plusieurs fois pour tenter de connaître les personnes et d'avoir une meilleure relation de confiance qu'avec un inconnu. Cela vous permettra de mieux connaître les autres participants, de ne pas être seul lors de l'échange physique également avec le meet-up. Cependant, il est important de reconnaître que l'échange P2P en cash comporte intrinsèquement des risques pour votre sécurité personnelle qui n'existent pas lors d'achats via une plateforme régulée ou votre compte bancaire. De plus, selon le lieu de résidence, transporter et stocker de grandes sommes d'argent peut présenter des risques, que ce soit pour du Bitcoin ou du cash. L'échange en espèces peut également poser des risques légaux lors de contrôles de police ou autres, bien que dans la plupart des pays, il n'y ait pas de restriction sur la quantité d'argent liquide que vous pouvez transporter sur vous. De trop grandes sommes peuvent éveiller des soupçons. Donc soyez prudent, surtout si vous devez parcourir de longues distances, et évitez de réaliser de trop grosses transactions en une seule fois pour ne pas avoir à justifier la possession de montants trop importants. Enfin, un autre inconvénient des achats en P2P, qui est vrai pour l'achat en cash, en physique, mais qui est également vrai sur les plateformes d'échange en ligne, comme nous allons le voir juste après. Cet autre inconvénient, c'est que le prix est souvent plus élevé que celui observé sur les plateformes régulées. Alors, c'est un inconvénient si vous êtes acheteur, mais c'est un avantage si vous êtes vendeur. Donc, les vendeurs, ils imposent justement souvent en P2P une majoration qui va de 1% jusqu'à parfois plus de 10%. Plusieurs raisons expliquent cette différence de prix. D'abord, il s'agit d'une pratique courante chez les vendeurs P2P qui s'est installée au fil du temps. Ensuite, les vendeurs ont des frais qui sont associés à la transaction pour envoyer les fonds à l'acheteur, donc il faut pouvoir répercuter ces frais. Ensuite, il y a aussi un risque de vol qui est accru lors de ventes en P2P par rapport aux transactions sur des plateformes régulées, ce qui justifie une compensation pour le risque pris. Et enfin, il y a aussi le surcoût qui peut être lié à la demande et à la qualité de l'échange en termes de confidentialité. En tant qu'acheteur, le gain de confidentialité a un prix qui se reflète dans la majoration appliquée par le vendeur. Donc c'est pour ça que certains bitcoiners pensent également que le prix majoré du BTC acheté en P2P reflète son véritable cours et avancent l'argument que les prix plus bas que vous pouvez observer sur les plateformes régulées sont le résultat d'un compromis sur la confidentialité de vos données personnelles. Alors ensuite, la deuxième méthode, ce sont les échanges P2P via une plateforme de mise en relation. Une alternative moins risquée en termes de sécurité personnelle consiste à effectuer des échanges P2P exclusivement en ligne via des méthodes de paiement électroniques telles que PayPal ou les virements bancaires ou Revolut, les choses comme ça. Cette approche, elle permet d'éviter de nombreux risques qui sont associés aux transactions en espèces en physique. Toutefois, le risque que la contrepartie ne respecte pas ses engagements lors d'un échange en ligne est plus grand que lors d'un échange en physique. En effet, lors d'un échange physique, si vous remettez de l'argent au vendeur qui ne vous envoie pas les bitcoins en retour, vous pouvez immédiatement lui demander des comptes puisqu'il se trouve devant vous. En ligne, par contre, c'est souvent impossible. Il est souvent impossible de retrouver une personne qui vous a volé.
Pour pallier ce risque, il est possible de recourir à des plateformes spécialisées dans la mise en relation pour les échanges P2P. Ces plateformes utilisent des mécanismes de résolution de conflits pour protéger les utilisateurs qui sont lésés. Généralement, elles proposent un système de dépôt fiduciaire, parfois avec des multisigs ou des choses comme ça, des contrats intelligents, où les bitcoins sont conservés jusqu'à ce que le paiement en monnaie fiat soit confirmé par le vendeur. En termes de sécurité personnelle, cette méthode d'achat elle est nettement plus sûre que l'échange physique en espèces. Cependant, comme évoqué précédemment, les échanges P2P en ligne laissent davantage de traces qu'un échange physique, ce qui peut être préjudiciable pour la confidentialité sur Bitcoin. En utilisant un moyen de paiement fiat en ligne comme une banque, vous exposez davantage d'informations susceptibles de faciliter l'identification des clés. Encore une fois, je vous recommande de ne pas réaliser de trop gros échanges en une seule transaction sur ces plateformes. En fractionnant vos transactions en plus petits paiements, vous répartissez les risques liés à un éventuel vol de la contrepartie. Et également, comme je vous disais sur les échanges P2P en espèces, sur les échanges P2P en ligne, vous avez également cette fameuse majoration, c'est-à-dire que le cours du Bitcoin non KYC, le cours du Bitcoin en P2P est toujours légèrement plus élevé que le cours que vous allez retrouver sur des plateformes d'échange régulées. Concernant les solutions, j'ai personnellement toujours utilisé Bisq et j'en suis très satisfait. Je trouve que leur système il est rodé et il me semble fiable. Je n'ai jamais eu de soucis personnellement. Toutefois, Bisq n'est disponible que sur PC et son interface est assez complexe pour les débutants. Un autre inconvénient de Bisq, c'est que ça opère uniquement avec des transactions on-chain. Donc si vous avez un marché de frais qui est très tendu, avec des frais on-chain très élevés, ça peut devenir rapidement très coûteux de faire ses achats ou de faire ses ventes sur Bisq. Pour une option plus simple, vous pouvez essayer Pitch, qui est une application mobile qui permet la mise en relation des acheteurs et des vendeurs avec un système de résolution de conflits qui est intégré. Le processus, il est bien plus intuitif que celui de Bisq. Une autre option qui est en ligne, qui est très célèbre, c'est Hodl Hodl. C'est une plateforme qui est bien établie et qui offre de bonnes liquidités, mais personnellement, je ne l'ai jamais testé. Pour des solutions basées sur Lightning, vous pouvez essayer Robosat ou LN P2P Bot. Robosat est accessible via un site web et c'est relativement simple à utiliser. LN P2P Bot, c'est un peu plus atypique parce que ça fonctionne avec un système d'échange sur l'application de messagerie Telegram. En tout cas, si vous souhaitez découvrir des tutoriels pour voir comment ça fonctionne ou pour vous aider dans votre échange P2P en ligne, nous avons des tutoriels sur la majorité de ces plateformes d'échange P2P que vous pouvez retrouver donc sur la plateforme Plan B Network en ligne dans la section tutoriel. Maintenant, je voulais vous parler également des plateformes régulées sans KYC. Donc, selon le pays où vous vivez, vous pourriez avoir accès à des plateformes qui sont régulées, des entreprises qui vous vendent du Bitcoin, mais qui ne requièrent pas de procédure KYC pour les acheter ou pour les vendre. En Suisse, par exemple, vous pouvez utiliser des plateformes comme Relais ou MT Pèlerin qui permettent justement cela. Comme nous avons vu dans le chapitre précédent, ce type de plateforme vous épargne des risques associés aux procédures de KYC parce qu'il n'y a pas de KYC, mais elle présente un niveau de risque plus élevé pour l'identification des clés par rapport aux méthodes d'échange en P2P. En termes de confidentialité sur Bitcoin, ces plateformes elles offrent donc une meilleure protection que les méthodes d'achat avec KYC, mais elles restent moins intéressantes que les échanges en P2P. Cependant, en termes de sécurité personnelle, l'utilisation de ces plateformes est nettement moins risquée que les échanges P2P. Elles sont également souvent plus simples à utiliser que les plateformes de mise en relation en ligne comme Bisq ou Hodl Hodl, comme nous avons parlé avant. Ensuite, vous avez également la solution des ATM. Donc pour vendre ou pour acheter des bitcoins sans KYC, ce sont des guichets automatiques de crypto-monnaies. Personnellement, je n'ai jamais eu l'occasion de tester ces solutions parce qu'il n'y en a pas dans mon pays. Mais cette méthode, elle peut s'avérer très intéressante en fonction de là où vous habitez. Le problème courant des ATM, c'est qu'ils sont interdits dans certains pays, comme dans le mien par exemple, ou bien très réglementés dans d'autres. Donc si une ATM exige une procédure de vérification d'identité, alors vous êtes exposé au même risque que ceux inhérents aux plateformes régulées KYC, donc il n'y a pas vraiment d'avantage à utiliser un ATM. Par contre, si l'ATM permet des transactions sans vérification d'identité pour de petits montants, alors son utilisation peut offrir un niveau de confidentialité comparable à celui d'un échange P2P en espèces, tout en évitant la majorité des risques associés à ce type d'échange, parce que vous avez en face de vous une machine et pas un humain, avec tous les risques qui sont associés à cela. Le principal inconvénient des ATM, c'est évidemment les frais d'échange, qui sont souvent très élevés. J'ai pu voir que parfois, ils pouvaient atteindre jusqu'à 15% du montant échangé, ce qui est énorme en termes de frais, mais voilà, encore une fois, ça peut être
sous certaines conditions, une solution intéressante pour vendre ou acheter des petites quantités de Bitcoin. Ensuite, je voulais évidemment vous parler des cartes cadeaux. C'est une solution qui fonctionne très bien pour ceux qui souhaitent utiliser leur Bitcoin au quotidien pour faire des achats, plutôt que de les vendre contre des monnaies fiat. Donc cette solution, ce n'est pas une solution d'acquisition, mais une solution de vente, entre guillemets. Ce n'est pas vraiment une vente, mais plutôt d'utiliser ces Bitcoins au quotidien contre des biens et des services. La meilleure façon de dépenser ces BTC, c'est évidemment de les utiliser directement, d'utiliser Bitcoin nativement ou le Lightning Network pour faire ses achats de biens ou de services au quotidien. Mais dans de nombreux pays, le nombre de commerçants qui acceptent Bitcoin reste limité, notamment auprès des enseignes nationales qui ont du mal à mettre en place cela par rapport aux commerçants locaux à qui on peut expliquer comment ça fonctionne et mettre en place tout ça. Pour toutes ces enseignes nationales, une alternative pratique, c'est d'utiliser des cartes cadeaux. Plusieurs plateformes qui ne demandent pas de procédure KYC offrent la possibilité d'échanger des bitcoins contre des cartes cadeaux utilisables dans de grandes enseignes. Parmi toutes ces plateformes, vous avez Coinsbee, The Bitcoin Company ou encore Bitrefill, parmi les plus connus. Ces plateformes, elles facilitent grandement l'usage au quotidien de vos bitcoins en vous permettant d'accéder à une large gamme de produits et de services sans avoir à passer par une conversion en monnaie fiat. Si vous souhaitez retrouver un tutoriel sur Bitrefill, nous en avons fait un sur Plan B Network dans la section tuto. Et enfin, parmi les autres méthodes pour acquérir des bitcoins tout en protégeant votre confidentialité, il y a évidemment le minage. Pour commencer à miner des sats, il n'est pas nécessaire de révéler votre identité. Il suffit simplement de trouver une preuve de travail valide et de la soumettre au réseau ou de soumettre des shares à une pool si vous passez via du pooling. Si vous optez pour le minage en pool, il y a certaines pools qui exigent une forme d'identification similaire à un KYC, tandis que d'autres n'en demandent pas. Donc je vous conseille évidemment de privilégier celles qui n'en demandent pas. Et là, du coup, avec le minage, ça vous permet d'acquérir des bitcoins qui sont tout neufs sans passer par des procédures d'identification, de KYC, et sans avoir tous les risques associés aux échanges en P2P. Mais l'inconvénient, c'est évidemment que ça demande un petit peu de travail, de mise en place, de connaissances techniques, et que ce ne sont pas forcément des revenus qui sont fiables. C'est pas parce que vous allez mettre, je dis une bêtise, mais 10 000 euros dans une machine de minage que vous allez récupérer pour 10 000 euros de bitcoin. Donc, c'est une méthode d'acquisition qui est un petit peu atypique, mais qui est très intéressante en termes de confidentialité. Et une autre très bonne méthode pour acquérir du Bitcoin, c'est tout simplement de travailler en échange de Bitcoin. Cette méthode d'acquisition, elle peut être intéressante, mais bon, il y a toujours un degré d'identification qui varie considérablement en fonction des circonstances, en fonction du contrat avec l'entreprise pour qui vous travaillez ou avec votre employeur. Mais ça peut être une solution très intéressante parce qu'il n'y a pas forcément de KYC. Il peut y avoir une forme d'identification des clés, mais ça reste du Bitcoin non KYC que vous acquérez en échange de votre travail. Et surtout, ça permet d'utiliser Bitcoin comme une vraie monnaie. Pour faire ce chapitre, je me suis servi de la formation BTC 205 qui a été réalisée par Pivi et qui est disponible sur Plan B Network. Pour le moment, seulement en français, mais en tout cas, vous avez les tutoriels qui sont traduits dans toutes les langues. Dans le chapitre suivant, nous allons étudier plus précisément la consolidation et les risques autour de la consolidation, la gestion des outils EXO et la CIOH. Dans ce chapitre, nous allons étudier plus précisément la consolidation. Nous allons voir déjà à quoi ça sert, qu'est-ce que c'est, et surtout quels sont les risques de la consolidation, qui est une pratique très développée dans l'écosystème de Bitcoin, qui est très utilisée par les Bitcoiners. Quel est son impact sur votre confidentialité? Nous allons voir également comment gérer efficacement vos outils EXO dans votre portefeuille en self-custody tout en préservant votre confidentialité. Et enfin, nous allons voir plus précisément quel est l'impact de la CIOH sur votre confidentialité. Une des choses les plus compliquées à gérer lorsque l'on dispose de son portefeuille Bitcoin en self-custody, c'est sûrement la consolidation. Faut-il consolider? À quoi ça sert? Quelle est la taille d'outil EXO qu'il faut respecter? Quels sont les compromis en termes de confidentialité? C'est ce que nous allons essayer de voir dans ce chapitre. Tout d'abord, c'est quoi la consolidation? Eh bien, le fonctionnement de Bitcoin, il s'apparente un petit peu à un marché d'enchères où les transactions offrant les meilleurs frais sont privilégiées par les mineurs. Cependant, chaque bloc a un poids maximal, ce qui limite le nombre de transactions pouvant être incluses. Comme un bloc est produit environ toutes les 10 minutes, l'espace disponible dans chaque bloc est une ressource rare. Ça, vous le savez sûrement. Les mineurs dont l'activité engendre des coûts significatifs en électricité, en immobilisation et en maintenance du matériel cherchent naturellement à maximiser leur rentabilité. Ils tentent donc à privilégier les transactions qui leur apportent le plus de frais relativement à leur poids. En effet, toutes les transactions Bitcoin ne font pas le même poids.
Celles qui disposent de plus d'inputs et d'outputs vont peser plus lourd. Par exemple, si on imagine deux transactions, la transaction A qui comprend un input et un output et qui alloue 1994 sats de frais et dispose donc d'un poids de 141 VB, et la transaction B qui est un peu plus complexe avec deux inputs et deux outputs qui alloue 2640 sats de frais pour un poids de 220 VB. Dans cet exemple, bien que la transaction B propose un total de frais plus élevé, les mineurs privilégieront la transaction A car elle offre un meilleur rapport entre les frais et le poids. En effet, si on fait le calcul des frais en sats par VB, c'est-à-dire non pas le calcul des frais en valeur absolue, c'est-à-dire en sats, mais vraiment en valeur relative au poids, eh bien pour la transaction A, ça nous fait 1994 divisé par 141, ce qui est égal à 14 sats par VB, alors que pour la transaction B, ça nous fait 2640 divisé par 220, ce qui est égal à 12 sats par VB. Cela veut dire que pour chaque unité de poids, la transaction A offre plus de frais que la transaction B, alors même que cette dernière offre plus de frais en valeur absolue. Il est donc toujours plus intéressant pour l'utilisateur de consommer le moins d'inputs possible dans ces transactions. Mais il faut toutefois consommer des montants suffisants pour pouvoir satisfaire le paiement en output, évidemment. Donc dans la gestion de son portefeuille, il faut avoir des UTXO suffisamment gros. Le principe de la consolidation, c'est justement de profiter des périodes où les frais sont bas sur Bitcoin pour fusionner ces petits UTXO en un seul plus gros. Et ainsi, lorsque les frais augmenteront sur Bitcoin, on pourra faire des transactions avec un minimum d'inputs et donc dépenser moins de frais en valeur absolue. Le but est donc de prévoir les transactions obligatoires à réaliser durant les périodes de frais élevés. En plus des économies réalisées sur les frais de transaction, la consolidation des UTXO, elle aide à éviter la formation de poussière. La poussière ou le dust désigne les UTXO dont la valeur en sats est si faible qu'elle ne suffit pas à couvrir les frais de transaction nécessaires pour les dépenser. Cela rend cet UTXO économiquement irrationnel à utiliser tant que les frais de transaction restent élevés. En regroupant vos UTXO de manière proactive, vous prévenez leur formation, leur transformation en poussière, ce qui assure que tous vos fonds restent utilisables à tout moment dans votre portefeuille. On peut donc se demander quelle est la taille minimale pour vos UTXO. Et c'est d'ailleurs quelque chose que l'on me demande souvent, quelle est la valeur minimale que je conseille pour un UTXO. Malheureusement, il n'existe pas de réponse universelle, car cela dépend de vos préférences et des conditions de marché, les conditions du marché de frais. Cependant, voici une formule que je vous donne et qui peut vous aider à déterminer un seuil adapté à vos besoins. Vous allez déterminer P, qui est le poids de la transaction, d'une transaction classique, F, qui représente le taux de frais minimal en Satoshi par VB face auquel vous vous couvrez, T, qui est le pourcentage des frais de transaction que vous êtes prêt à payer par rapport à la valeur totale de l'UTXO, et enfin M, qui est donc le résultat, qui est le montant minimal en Satoshi pour chaque UTXO. Et donc pour calculer la valeur minimale des UTXO que vous devriez avoir dans votre portefeuille, une fois que vous avez déterminé ces paramètres P, F et T, vous faites P fois F divisé par T et ça vous donne M, le montant minimal que vous devriez avoir sur chacun de vos UTXO. Par exemple, si on suppose que vous prévoyez de couvrir les frais pour une transaction Segwit standard avec un input et deux outputs, ça nous fait donc un poids de 141 VB. Si vous vous couvrez jusqu'à, par exemple, 800 sats par VB, donc ça, c'est un paramètre que vous déterminez. Hein. Vous pouvez vous couvrir jusqu'à 1500 sats par VB, par exemple, si vous le souhaitez. Mais 800 sats par VB, moi, j'ai trouvé ça pas mal parce que c'est à peu près ce que l'on avait. Ça nous permettait de passer la transaction facilement, même sur les derniers très hauts pics de frais que l'on a eu durant les dernières années. Donc, si vous prévoyez de vous couvrir jusqu'à 800 sats par VB et que vous êtes disposé à dépenser au maximum jusqu'à 12% de la valeur de l'UTXO en frais, alors le calcul, ce serait 141, c'est-à-dire le poids, fois 800, c'est-à-dire le taux sur lequel on veut se couvrir, divisé par 0,12, c'est-à-dire 12%, la valeur de l'UTXO maximale sur laquelle on est disposé on est prêt à payer des frais pour dépenser cet UTXO. Et en l'occurrence, là, sur ce calcul, ça nous ferait 940 000 sats. Et donc, ça voudrait dire qu'avec les paramètres que j'ai mis, avec mes préférences personnelles, la taille du TXO minimale dans mon portefeuille devrait être de 940 000 sats pour chaque UTXO, au minimum. Alors, maintenant, on va étudier un peu plus la consolidation. Une des heuristiques qui est la plus utilisée en analyse de chaîne, nous l'avons vu, vous commencez à la connaître, c'est la CIOH, Common Input Ownership Heuristic, qui permet donc d'émettre l'hypothèse que tous les inputs d'une transaction Bitcoin appartiennent à une même entité.
Et justement, le principe même de la consolidation est de consommer plusieurs UTXO en input et de créer un seul UTXO en output. La consolidation, elle permet donc d'appliquer ici la CIOH. En pratique, cela signifie qu'un observateur extérieur peut déduire que tous les UTXO consolidés appartiennent vraisemblablement à la même personne et que l'output unique généré lui appartient également. Cette situation peut porter atteinte à votre confidentialité en associant différents historiques de transactions. Par exemple, imaginons que je consolide 3 UTXO acquis en P2P avec un UTXO obtenu via une plateforme qui requiert un KYC. En agissant ainsi, toute entité qui a connaissance, qui a accès aux données de la plateforme d'échange, y compris potentiellement des agences gouvernementales, pourra identifier que je possède d'autres sommes en BTC. Auparavant, ces UTXO n'étaient pas directement liés à mon identité. Maintenant, ils le sont, à cause de la consolidation. De plus, cela révèle à toutes les autres sources que je suis en possession d'une certaine somme de Bitcoin. Dans la gestion des UTXO, les considérations économiques qui poussent à la consolidation pour réduire les frais entrent donc en conflit avec les bonnes pratiques de confidentialité qui recommanderaient de ne jamais fusionner ces UTXO. Le choix entre économie et confidentialité dépend donc des priorités de chaque utilisateur. Si vous pouvez éviter la consolidation tout en maintenant des UTXO de taille substantielle, c'est l'idéal. Pour cela, optimisez vos méthodes d'acquisition. Si vous achetez vos bitcoins en DCA, essayez d'espacer vos achats ponctuels au maximum afin de regrouper la valeur sur moins d'UTXO. Il sera plus facile de gérer un achat ponctuel de 1000 € tous les 2 mois plutôt qu'un achat de 120 € toutes les semaines, par exemple. Cela permet de minimiser le nombre d'UTXO générés et cela simplifie donc la gestion de votre portefeuille tout en préservant votre confidentialité. Si vous vous trouvez vraiment dans l'obligation de consolider vos bitcoins, privilégiez d'abord la consolidation d'UTXO provenant d'une même source. Par exemple, fusionner 10 UTXO issus d'une seule plateforme, d'une seule et même plateforme, affectera moins votre confidentialité que de mélanger 5 UTXO de la plateforme A avec 5 UTXO de la plateforme B. Si la consolidation de sources diverses est inévitable, tentez de les séparer selon leurs caractéristiques. Par exemple, regrouper les UTXO acquis par KYC dans une transaction et ceux obtenus en P2P dans une autre. Voilà. Donc dans tous les cas, n'oubliez pas que toute consolidation entraîne forcément une perte de confidentialité. Évaluez donc soigneusement la nécessité de cette opération et les impacts potentiels sur votre vie privée en tenant compte de la CIOH. Dans le chapitre suivant, nous allons voir d'autres bonnes pratiques que je vous conseille de mettre en place dans votre utilisation de Bitcoin au quotidien. Dans ce 6e et dernier chapitre de la section 4, nous allons étudier d'autres bonnes pratiques à réaliser au quotidien, à tenir au quotidien, notamment les nœuds complets, l'utilisation des nœuds complets et le fait de tromper les heuristiques d'analyse de chaîne. Ces bonnes pratiques, évidemment, c'est toujours dans l'objectif de maintenir notre confidentialité, de protéger notre confidentialité dans notre utilisation de Bitcoin au quotidien. Découvrons ensemble ces quelques bonnes pratiques. Alors tout d'abord, le nœud complet. Posséder ses bitcoins en self-custody, c'est bien, mais utiliser son propre nœud complet, c'est mieux. Voici pourquoi disposer de son propre nœud est crucial pour une utilisation pleinement souveraine de Bitcoin. En 1, il y a la résistance à la censure, vos transactions ne peuvent être bloquées par quiconque, personne ne peut bloquer vos transactions, du moment que vous avez votre nœud, vous pourrez diffuser vos transactions au réseau. En 2, l'indépendance vis-à-vis des tiers, vous ne dépendez plus d'aucun service externe pour vérifier les données de la blockchain. En 3, la participation active, vous avez la capacité de définir vos propres règles de validation et de prendre part directement au consensus. En 4, la contribution au réseau, en faisant tourner un nœud, évidemment, vous aidez à renforcer et à distribuer un peu plus le réseau Bitcoin. Et évidemment, en 5, le point numéro 5 que je dirais, c'est l'éducation technique, puisque lorsque vous gérez un nœud, bien c'est un excellent moyen d'approfondir vos connaissances techniques sur Bitcoin en pratiquant, en ayant les mains dans le cambouis. Vous allez forcément tomber sur des problèmes à résoudre sur votre nœud qui vont vous forcer à apprendre des choses sur Bitcoin et donc à progresser. En plus de ces bénéfices, l'utilisation d'un nœud complet améliore aussi votre confidentialité lors de la diffusion de vos transactions. Donc ça, c'est le 6e point, c'est celui qui nous intéresse, c'est celui sur la confidentialité. Lorsque vous émettez une transaction, celle-ci est d'abord créée et signée avec votre portefeuille Bitcoin, et pour la diffuser sur le réseau, elle doit être connue par au moins un nœud. C'est logique, le réseau Bitcoin, c'est l'ensemble des nœuds Bitcoin, donc si vous voulez diffuser une transaction sur Bitcoin pour atteindre un mineur, il faudra forcément la donner à un nœud à un moment donné. Si ce nœud qui diffuse votre transaction, c'est votre propre nœud, alors vous contrôlez directement cette diffusion, ce qui renforce donc votre confidentialité en limitant les risques de fuite de données.
Si vous ne disposez pas de votre propre nœud Bitcoin, vous serez contraint d'utiliser celui d'un tiers, comme souvent celui qui est proposé par le fournisseur de votre logiciel de portefeuille. Par exemple, si vous utilisez le logiciel Ledger Live, par défaut, c'est le nœud de Ledger, géré par Ledger, qui est utilisé pour diffuser vos transactions. Donc, en plus de la diffusion des transactions, votre portefeuille il nécessite l'accès à diverses informations, comme par exemple les transactions en attente, les soldes associés à vos adresses ou encore le nombre de confirmations pour vos transactions. Donc, pour accéder à toutes ces données, vous devez interroger un nœud. Le principal risque lorsque vous n'utilisez pas votre propre nœud Bitcoin est que l'opérateur du nœud puisse observer vos activités sur la blockchain, voire partager ces informations avec d'autres entités. Pour limiter ce risque, une solution intermédiaire consiste à utiliser un logiciel de portefeuille permettant de masquer vos connexions à travers le réseau Tor. Cela peut réduire l'exposition de vos données en faisant cela. Toutefois, la solution optimale, ça reste évidemment d'avoir votre propre nœud Bitcoin et de l'utiliser pour la diffusion de vos transactions. Évidemment, il faudra également veiller à ne pas faire fuiter d'informations au niveau de votre nœud lui-même, mais c'est un autre sujet que nous étudierons dans la section 6. Quand je parle de ça, je parle au niveau des communications réseau de votre nœud. Donc, au-delà de l'avantage évident pour votre confidentialité, avoir votre propre nœud complet vous assure également de la véracité des données sur la blockchain, vous protège contre la censure et vous permet de participer activement à la gouvernance de Bitcoin. En utilisant votre propre nœud, vous contribuez avec votre poids économique à la chaîne de votre choix, ce qui est important lors de conflits au sein de la communauté, comme par exemple lorsqu'il y a eu la Block Size War entre 2015 et 2017, par exemple. Donc, en cas de fork, utiliser le nœud d'un tiers pourrait vous mener à soutenir une chaîne que vous ne voulez pas favoriser car l'opérateur du nœud fait le choix à votre place. En fait, lorsque vous utilisez le nœud de quelqu'un d'autre, ce qui se passe en termes de gouvernance, c'est que vous lui donnez votre poids économique. Et celui-ci peut utiliser votre poids économique comme bon lui semble en cas de conflit au niveau des règles de consensus. Vous l'aurez compris, dans un souci de confidentialité et plus largement de souveraineté individuelle, il est absolument indispensable de faire tourner et d'utiliser votre propre nœud complet. Alors, la deuxième bonne pratique qui n'a rien à voir, mais que je souhaitais également vous présenter, donc je l'ai mise dans ce dernier chapitre, c'est le fait de tromper les heuristiques d'analyse dans vos transactions au quotidien. Plus largement, il est important de comprendre que les heuristiques dont nous avons parlé dans la partie sur l'analyse de chaîne, eh bien, afin de mieux les éviter, ces heuristiques qui sont utilisées par les analystes, il faut tout simplement les éviter ou bien les tromper. Voilà, il y a deux options. Soit on ne rentre pas dans l'heuristique, soit on rentre dedans, mais c'est un leurre. Donc pour ce faire, vous allez pouvoir adopter une série de bonnes pratiques, des petits conseils, des petites astuces que je vais vous donner, qui ne sont pas indispensables, mais qui vous permettent toujours de maintenir un petit peu plus de confidentialité. C'est une sorte de couche supplémentaire de protection qui peut s'avérer importante pour maintenir une bonne confidentialité. Le premier conseil que je pourrais vous donner est de vous fondre dans la foule la plus dense. Sur Bitcoin, cela implique d'utiliser les modèles de script les plus adoptés. Par exemple, les scripts Pay to Witness Script Hash, P2WSH, souvent utilisés pour les configurations multisig sur le standard Segwit V0, sont très peu fréquents. Donc, si vous utilisez ce type de script, en fait, vous n'êtes pas caché dans un grand groupe. Il ne vous permet pas de vous cacher dans un grand ensemble d'anonymat. C'est pareil pour les vieux modèles comme P2PKH ou P2SH. Ils sont encore largement présents dans l'UTXO7, mais ils sont de moins en moins utilisés pour les nouvelles transactions. De manière générale, il est plus prudent de se tourner vers le standard de script le plus récent, à condition qu'il soit suffisamment adopté. Ainsi, si en 2022, je vous aurais déconseillé d'utiliser P2TR, c'est-à-dire Taproot, du fait de sa faible adoption, en 2024, je vous recommanderais plutôt d'opter maintenant pour ce type de script, ou à défaut pour du script Segwit V0, qui est encore très largement utilisé aujourd'hui, parce que le nombre de transactions qui utilisent P2TR commence à représenter une part très très importante de l'UTXO7, une part très importante des transactions qui passent sur la blockchain. Donc vous l'aurez compris, le but en fait c'est tout simplement pour tous les petits détails de vos transactions, essayez d'être comme la masse, essayez d'être comme les autres. Puisque si vous vous différenciez, une fois qu'on vous a identifié, après c'est plus facile de trouver votre empreinte de portefeuille et comme ça de tirer le fil petit à petit pour vous reconnaître. Pour illustrer cela, je peux vous donner un petit exemple. Si vous faites par exemple une transaction, vous payez à votre ami Bob, vous lui payez des bitcoins puisque vous lui devez des sous, vous lui envoyez des bitcoins, donc vous faites une transaction avec un input et deux outputs. Eh bien,
Ce qui se passe, c'est que si vous avez un standard, si vous utilisez des modèles de script différents de Bob, c'est assez facile d'identifier que le paiement vers Bob est l'output qui est différent des autres types de scripts utilisés, donc pour le change et pour l'input. Et on peut également tracer facilement le change. Alors que si vous avez le même modèle de script que Bob, eh bien, c'est un peu plus compliqué, on ne sait pas vraiment, on voit qu'il y a les deux mêmes types d'adresses en output. Donc c'est plus difficile de continuer le traçage de ces fonds. Et ce qui se passe, c'est que si vous utilisez un script aussi qui est très largement utilisé sur Bitcoin, eh bien vous avez beaucoup plus de chances de tomber justement sur des destinataires, sur des collaborateurs qui ont qui utilisent le même modèle de script que vous. Et donc vous pouvez plus facilement vous retrouver dans cette situation où il y a une incertitude qui est mise dans la transaction. Un autre conseil pour préserver votre confidentialité est d'essayer de contourner les heuristiques internes des transactions. Par exemple, lors d'un paiement, vous pouvez essayer d'éviter de créer un output avec un montant rond, car cela pourrait signaler que l'autre output représente le change, évidemment. Donc, si vous devez envoyer, par exemple, 100 000 sats à un ami, eh bien, envisagez de lui envoyer un montant légèrement supérieur pour échapper à cette heuristique, ou légèrement inférieur. Et de même, essayez de ne pas créer des outputs de change disproportionnellement grands par rapport au paiement effectué, ce qui pourrait aussi révéler lequel des outputs représente le change. Donc là, comme vous pouvez voir à l'écran, on a une transaction sur laquelle il y a un peu plus d'incertitude parce qu'on a deux outputs qui n'ont aucun montant rond et qui sont à peu près de même valeur. Donc sans information supplémentaire, c'est très difficile de dire laquelle est le change, laquelle est le paiement. Enfin, si vous effectuez des transactions Bitcoin de manière régulière, veillez à ne pas les diffuser toujours aux mêmes heures en répartissant la diffusion de vos transactions tout au long de la journée, tout au long de la semaine. Vous évitez de donner aux observateurs externes la possibilité de déceler un modèle temporel, c'est ce dont nous avons parlé dans la section sur l'analyse de chaîne. Donc vous évitez comme ça le modèle temporel basé sur les fuseaux horaires qui pourrait renforcer une analyse. Au-delà de toutes ces bonnes pratiques à adopter au quotidien, il existe des méthodes encore plus efficaces pour briser complètement la traçabilité de vos bitcoins. Parmi elles, il y a évidemment les transactions CoinJoin que nous allons étudier en profondeur dans la partie suivante, dans la section 5.